Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le petit retard. J'ai un petit problème de kinésithérapie pour ne rien vous cacher. Je suis désolée. On va commencer tout de suite. J'ai pas besoin de stylo. Ah si, mes lunettes, pardon. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Et voilà. Alors, on va entamer aujourd'hui et la semaine prochaine un petit cycle sur les questions de sexualité, contrôle et santé, contrôle social et santé. À travers, donc aujourd'hui, on va parler des enjeux de sexualité et de santé. Emmanuel Boubati, que je vous présenterai après, qui est sociologue au CNRS, fera la deuxième partie de la matinée. Et la semaine prochaine, on se centrera sur une question particulière qui est celle du recours à l'avortement et qui, si cette question ne pose pas de problème de santé important en France quand il est pratiqué, vous le verrez, dans des conditions adéquates, en revanche, ça reste une cause de mortalité importante pour les femmes au niveau mondial. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un jeune public. Donc je suis vraiment très contente d'accueillir une classe de Champigny-sur-Marne, c'est ça ? Voilà, donc c'est vraiment le Collège de France de 7 à 77 ans. Et donc je vais, sachant que cette classe n'a pas été au cours précédent, je vais revenir un tout petit peu parfois sur des propos que j'ai pu tenir auparavant pour que tout le monde puisse bien suivre le propos. Alors, donc, pourquoi travailler sur les questions de sexualité dans une chaire sur la santé, sur les inégalités de santé? Oh là là, c'est la nuit, là, on est obligé d'être... C'était bien avant, non? Bon, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de risques qui sont liés à l'activité sexuelle, dont j'ai parlé à l'instant du risque d'avortement, mais il y a aussi d'autres risques dont on va parler maintenant, notamment les violences sexuelles et puis aussi les problèmes de santé mentale qui peuvent être associés à l'activité sexuelle et bien d'autres risques encore. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, et parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, de vous faire 2 séances sur ces thématiques-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur la sexualité dans une perspective sociologique? D'abord, peut-être pour préciser qu'une des grandes spécificités de la sexualité humaine par rapport à la sexualité animale, c'est qu'elle n'est pas réglée par des enjeux d'ordre biologique, au sens où les rapports sexuels, contrairement aux sociétés animales, peuvent avoir lieu à tout moment et pas uniquement où les femelles sont en phase de fécondation. Donc c'est une sexualité qui est très large et qui peut se produire à tous les moments de la vie, comme on va le voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'enquêter sur la sexualité et la santé sexuelle dans une perspective sociologique? Ça veut dire qu'on considère que la sexualité, c'est une dimension qui est très complexe, et pour comprendre ce qui se joue dans ce qu'on appelle la sphère de la sexualité, c'est recueillir des données, quand on fait des enquêtes sur le sujet, c'est recueillir des données aussi bien sur les actes, c'est-à-dire toutes les diverses pratiques sexuelles que les personnes peuvent avoir, mais aussi sur les relations dans lesquelles ces pratiques prennent place. Il y a quelques pratiques sexuelles qui peuvent se pratiquer en solo, comme la masturbation par exemple, bien évidemment, mais la plupart des pratiques sexuelles se déroulent au sein de cadres relationnels, que ce soit des cadres d'un soir ou que ce soit des cadres installés sur la longue, voire la très longue durée. Mais il faut aussi tenir compte, quand on travaille sur ces questions de sexualité, des représentations qui sont présentes dans toutes les sociétés, qui évoluent, comme on va le voir, mais les pratiques que les individus peuvent avoir avec certains ou certaines partenaires, que ce soit une, deux ou plus, sont aussi marquées, construites par les représentations sociales qu'on peut avoir de la légitimité ou de l'interdit social de pratiquer tel ou tel acte sexuel. Et l'enjeu de la perspective sociologique, au-delà de s'appuyer sur les actes, les relations et les représentations, c'est aussi de comprendre ces enjeux-là dans des contextes sociaux particuliers et en tenant compte des conditions de vie et des trajectoires personnelles des personnes, et également de ce que j'ai appelé dès le 3 avril, répéter encore, les rapports de domination. C'est-à-dire que toutes les sociétés humaines sont construites sur des rapports de domination
qui oppose différents groupes sociaux les uns avec les autres. Donc on a ce qu'on appelle couramment en sociologie la domination masculine, qui explique que le groupe social des hommes domine le groupe social des femmes. Ça ne veut pas dire qu'un homme est spécifiquement un dominateur, mais le groupe social des hommes domine le groupe social des femmes. Il n'y a qu'à regarder des indicateurs sur les écarts de salaire, combien il y a de femmes présidentes de la République, combien il y a de femmes députées, combien il y a de femmes à la tête des grandes entreprises, qui s'occupent des tâches domestiques à la maison, qui, etc., etc. Donc dans tous les domaines, il y a une domination du groupe social des hommes sur le groupe social des femmes. Il y a aussi des dominations de classes, les classes qu'on appelait auparavant dans l'approche que vous avez peut-être étudiée il y a quelques années pour certains ou en ce moment pour d'autres, les rapports de classe mis en évidence par le célèbre Karl Marx, c'est-à-dire c'est les classes bourgeoises qui dominent les classes productrices, les classes ouvrières, pour dire les choses rapidement. Et puis il y a aussi, dans ces rapports sociaux dont il faut tenir compte, ce qu'on appelle les rapports sociaux de race. Alors, étant entendu, je le répète, que la race n'existe pas, hein, la race comme entité biologique, il y a une seule race humaine, ça a été démontré de longue date, mais si j'avais cité l'expression de Colette Guillaumin que je trouve très parlante, si la race n'existe pas, la race tue, en raison de tous les processus de discrimination qui sont en place dans les différentes sociétés. Donc, l'approche générale que je développe dans cette chaire et que je reprends à chaque fois, c'est de dire que pour comprendre les faits sociaux, il faut tenir compte de ces rapports de domination qui structurent toutes les sociétés humaines et qui renvoient donc à cette appartenance de genre, de classe et de race, et que ces rapports sociaux, ils ne jouent pas comme ça indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire que être une femme, ça ne veut rien dire. Appartenir au groupe des femmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend si vous êtes à la direction de la SNCF, ce n'est pas une femme d'ailleurs qui est à la direction de la SNCF, mais bon, L'Oréal par exemple, une grande société où là c'est sûr que c'est une femme qui... Je ne suis même pas sûre d'ailleurs. Enfin, bon, bref, une grande société. C'est pas pareil si vous êtes une femme qui dirigez une grande société ou si vous êtes une femme qui est ouvrière dans le textile, par exemple. Et puis, c'est pas la même chose si vous êtes une femme ouvrière noire et une femme ouvrière blanche. Hein. On a des tas d'études qui montrent que on est exposé en tant que personne que j'appelle racisée à des processus de discrimination qui se jouent dans les différentes sphères sociales. Voilà, pour un petit rappel un peu de l'approche générale. J'espère que c'est clair pour les plus jeunes d'entre nous. Alors, ce qui est intéressant dans le domaine de la sexualité, c'est qu'il y a sociologiquement un paradoxe, c'est-à-dire que il y a un idéal égalitaire qui s'est diffusé dans toutes les sphères sociales, le travail, la famille et la politique, alors même que les inégalités entre les femmes et les hommes continuent à exister. L'idéal égalitaire, c'est que si vous interrogez les gens, les personnes vont vous dire bah oui, une femme, elle devrait gagner autant qu'un homme si elle fait le même travail. Une femme, elle est tout à fait capable d'être députée. Donc il y a un idéal égalitaire qui traverse la société. Mais comme je viens de vous donner quelques exemples, dans les pratiques sociales, c'est pas pareil. C'est-à-dire que même s'il y a des progrès, hein, en termes de légers, mais il y a quand même des progrès, en termes de réduction des salaires entre les femmes et les hommes, en termes de prise en charge des tâches domestiques, même si là les progrès sont vraiment très limités. En tout cas, il y a des progrès certes, mais il y a encore de très fortes inégalités entre les femmes et les hommes, et des inégalités bien sûr selon les classes sociales et selon les positions raciales. Et donc la question qui se pose pour le sociologue, pour la sociologue, c'est pourquoi la sexualité est la seule sphère sociale où l'idéal égalitaire résiste alors que les écarts entre les pratiques concrètes se réduisent entre les hommes et les femmes. Quand je disais que l'idéal égalitaire traverse toute la société française, la seule sphère où cet idéal égalitaire peine encore à émerger, c'est l'idée que les hommes et les femmes, ce serait pareil dans le domaine de la sexualité. Vous allez le voir, la majorité des personnes pensent que non, les hommes et les femmes, c'est pas pareil dans le domaine de la sexualité. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cette sphère particulière, qu'est la sexualité, résiste à cet idéal égalitaire. Et l'idée de ce qu'on appelle en sociologie la problématique, hein, c'est-à-dire le grand cadre analytique qu'on pose pour essayer d'explorer cette question, c'est de considérer que les représentations dans le domaine de la sexualité forment un système cohérent qui permet
ce système cohérent, aux rapports sociaux de sexe, donc de genre, de se produire, de se reproduire, de se déplacer ou de s'atténuer. Et ça renvoie à deux idées fortes que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. C'est que ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, en fait, est subordonné aux enjeux de la reproduction d'autres rapports sociaux, économiques et politiques dans les autres sphères que celle de la sexualité, comme la sphère du travail, la sphère politique, la sphère de la famille ou autre. Donc ce qui se joue dans la sexualité, ça n'est pas indépendant du tout de toutes ces autres sphères sociales, et que finalement, ce qui s'y passe, ça permet de donner naissance, de reproduire des rapports sociaux de domination qu'on observe dans les autres sphères sociales. L'idée très forte, pour le dire plus simplement, c'est que le social ne s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher, pour avoir une vision un peu ancienne de la sexualité. Le social ne s'arrête pas dès lors qu'on est à deux ou plus dans un lit ou ailleurs, d'ailleurs, pour avoir des pratiques sexuelles. Le social marque aussi cette expérience que l'on qualifie souvent d'extrêmement intime. Le sexuel est politique et il n'est pas que intime. Et l'hypothèse forte, c'est la suivante, donc je vais prendre un peu de temps pour vous la dire, en fait, c'est que on a, ce qu'on va voir, ce qui persiste encore aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler une vision biopsychologisante de la sexualité, c'est-à-dire une vision qui pose que l'origine des différences entre les femmes et les hommes dans la nature, donnerait un sens aux tensions qui se font jour dans les autres sphères sociales entre des pratiques inégalitaires alors que les représentations sont de plus en plus égalitaires. Je vais le redire dans d'autres termes. Je vous ai dit que en général, dans la société, on est traversé par un ethos égalitaire, mais les pratiques sociales résistent, ce qui crée des tensions entre des personnes qui adhèrent à un ethos égalitaire, mais qui, dans leur vie, ne vivent pas cet ethos égalitaire, dans leurs pratiques, et qu'une façon de gérer ces tensions, c'est de dire, bah oui, quelque part, ces tensions, elles existent, parce que fondamentalement, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans le domaine de la sexualité, c'est la preuve que les femmes et les hommes, fondamentalement, c'est pas pareil. Prenez par exemple l'exemple d'une femme qui considère que vraiment les hommes et les femmes devraient gagner la même chose, qu'on pourrait avoir une présidente de la République, que dans un couple c'est normal que les hommes s'occupent autant des enfants, etc., que les hommes. Ça, c'est ses représentations. Donc elle adhère à un idéal égalitaire. Mais dans la pratique, eh ben, il se trouve qu'elle a fait les mêmes études que son conjoint, d'ailleurs c'est là qu'elle l'a rencontré, mais elle gagne beaucoup moins d'argent, elle a une carrière qui a beaucoup moins progressé parce que ses enfants ont freiné sa carrière, et puis qu'au quotidien, ben, c'est elle qui s'occupe beaucoup plus des enfants, etc., etc. Donc vous voyez, elle adhère à un idéal égalitaire, mais ses pratiques, elles, restent inégalitaires par rapport à son partenaire. Eh bien, ça crée une tension normative, et une des façons de résoudre cette tension, ou plus exactement de lui donner sens pour qu'elle devienne acceptable, c'est de dire, bah oui, mais finalement, quelque part, c'est normal, on n'est pas pareil. La preuve, dans le domaine de la sexualité, les hommes et les femmes, c'est très différent. Alors c'est ça que je vais essayer de vous exposer un petit peu là, en tenant compte de plusieurs enquêtes, parce qu'en France, on a la chance d'avoir eu des grandes enquêtes sur la sexualité, dont je vais reparler dans un instant. Mais comme je le disais aussi en préambule, il faut absolument tenir compte des contextes sociaux dans lesquels se jouent les enjeux de sexualité, et que quand on regarde les évolutions au fil du temps, ben évidemment qu'il faut tenir compte de l'amélioration du statut social des femmes, hein, même si j'ai dit que tout n'était pas encore parfait dans le monde de l'égalité, on va vraiment quand même, c'est le sens de l'histoire, même si l'histoire est parfois un peu lente à se mettre en place. On a une transformation très importante du statut de la sexualité qui est beaucoup plus mise en débat. Il y a beaucoup plus de visibilité autour des questions de sexualité aujourd'hui qu'il n'y en avait auparavant. Et le mouvement MeToo de 2017, qui a connu son apogée en
en 2017, a participé à ce mouvement de visibilité de la sexualité et plus exactement des questions de consentement, même si je reviendrai là-dessus, c'est quelque chose qui précède MeToo, mais que MeToo a quelque part renforcé. On a aussi des enjeux qui ont été très différents, qui ont beaucoup évolué au niveau juridique, avec le débat et le vote de la loi sur le mariage pour les couples de même sexe de 2013. Alors, ça fait maintenant plus de 12 ans. Donc tout le monde ne s'en souvient pas forcément, mais quand cette loi a été votée, il y a eu un grand débat public et il y a eu notamment dans ce grand débat public l'expression, bien sûr, de positions en faveur de cette loi d'égalité vis-à-vis du mariage pour les personnes de sexe différent ou pour les personnes de même sexe, mais il y a eu aussi beaucoup de propos extrêmement homophobes qui ont été tenus à l'occasion de ces débats. Il faut tenir compte aussi de ce qu'on appelle la révolution numérique, on va revenir dessus. Aujourd'hui, une partie de la sexualité s'exerce dans les espaces numériques, alors que pour les plus âgés, ça existait tout simplement pas. Voilà. Il faut tenir compte aussi du contexte économique, bien sûr de la grande crise économique de 2018, mais aussi de tout ce qui se passe depuis cette date et la précarisation croissante d'un certain nombre de groupes sociaux, en particulier les femmes et en particulier les personnes racisées. On n'est plus dans les années de plein emploi qu'on a pu connaître il y a quelques décennies. Et puis il faut tenir compte aussi des effets de l'épidémie de Covid-19 qu'on va interroger sur le vécu de la sexualité. Alors très rapidement, quelques données sur les grandes enquêtes nationales. Je ne vais pas rentrer dans des détails méthodologiques, on n'aura pas de questions dessus, mais en tout cas, la France dispose de 4 grandes enquêtes sur la sexualité. La première en 1970, qui a été faite au moment où la contraception venait d'être légalisée et qui se centrait vraiment sur... Il y avait quelques questions un peu crues, avec beaucoup de guillemets, sur la sexualité, et l'analyse portait surtout sur la différence femmes-hommes, sans aller beaucoup plus loin. En 1992, on a fait une première enquête à la demande de l'Agence nationale de recherche sur le sida, au moment du pic de la mobilisation contre le sida. Et c'est une enquête qui a été montée en urgence à cause du contexte de l'épidémie de sida, et dans laquelle on a quand même abordé un petit peu les questions de genre, mais pas beaucoup plus que ça. En revanche, en 2006, on a refait une autre enquête, toujours à la demande de l'Agence de recherche sur le sida, et là, on a clairement introduit les questions de genre et de classe. Donc vous voyez, les chercheurs ont progressé, on n'était que sur le genre, on a vraiment ajouté genre et classe, un petit peu de position raciale, mais c'était très timide pour les raisons que j'ai évoquées dans les précédentes séances, pour vous expliquer pourquoi en France on était réticent à tenir compte de la question de la position raciale. Mais en revanche, dans la toute dernière enquête, et je vais vous présenter certains résultats, on a vraiment tenu compte simultanément des positions de genre, de classe et de race pour essayer de mieux comprendre ce qui se jouait dans la sphère de la sexualité. Alors, je vais vous présenter quelques données sur les pratiques pour vous montrer l'évolution. Ensuite, je vous parlerai des représentations. Et puis, je vous terminerai par vous donner des exemples concrets sur ce qui se joue dans le domaine de la santé. Alors, le premier graphique, c'est à quel âge on a son premier rapport sexuel. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul historique que permettent ces grandes enquêtes, vous voyez que les choses ont évolué beaucoup au fil des années. Alors, c'est écrit en tout petit. Moi-même, j'arrive même pas à lire. Voilà. Donc là, le point le plus à gauche, c'est les gens qui ont eu 18 ans dans les années 1959-1963. Bon, vous voyez, c'est l'année 18 ans, en gros, c'est l'année du premier rapport sexuel. Vous voyez qu'à cette époque-là, il y avait encore, qui était plus grand encore auparavant, un écart très important entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que les filles avaient leur premier rapport sexuel beaucoup plus tard que les garçons. Et vous voyez que les deux courbes se rapprochent beaucoup, et puis qu'on a en gros une tendance assez marquée à la stabilité de ce premier rapport, et puis ensuite on a une remontée récente, mais en fait quand vous regardez cette remontée récente qui a été beaucoup attribuée à l'épidémie de Covid, oui c'est à cause du Covid que les jeunes retardent leur premier rapport sexuel, en fait ce qu'on voit c'est que ce premier rapport sexuel il commence à remonter, l'âge commence à remonter à partir des personnes qui ont eu leurs 18 ans entre 2004 et 2008, et puis ça suit un tout petit peu plus tard pour les hommes que pour les femmes. Et en fait ça montre, et puis le Covid, donc c'est les personnes, vous voyez, qui ont eu leurs 18 ans dans les années
2023, donc le point le plus à droite du graphique. Ce qui est intéressant à voir sur ce graphique, c'est qu'en fait, on voit bien que ce n'est pas que le Covid a pu contribuer un petit peu à retarder l'âge d'entrée dans la sexualité parce que les jeunes ont été impactés ne serait-ce que par les pratiques de confinement. Enfin, il n'y a pas que les jeunes, mais bon, quand on est marié et qu'on est confiné, ce n'est pas très gênant pour sa sexualité. Mais quand en revanche, on a besoin d'aller voir son ou ses chéris et qu'on est confiné, ça limite les possibilités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est avant le Covid et que c'est à mettre en perspective, selon moi, avec les effets de la crise économique. C'est-à-dire que les effets de la crise économique ont touché particulièrement les jeunes, ont retardé leur accès sur le marché du travail, ont eu un impact sur leur autonomie sociale et financière. Et le premier rapport sexuel, ce n'est pas juste un acte physique, bien sûr c'est un acte physique, mais ça va bien au-delà de ça, c'est le marqueur d'une entrée dans une socialisation adulte. Et donc cette socialisation adulte a été retardée par les effets de la crise économique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le temps, la vie sexuelle se prolonge beaucoup plus aux âges avancés qu'auparavant. Pour dire les choses plus simplement, donc là vous avez des taux par... les femmes sont en vert et les hommes en orange, et vous avez des taux à 50-59 ans, 60-69 ans, donc vous voyez jusqu'à 80-89 ans. Donc la vie sexuelle est de moins en moins importante au fur et à mesure qu'on avance en âge, clairement, mais vous voyez quand même qu'à 80-89 ans, on a encore un certain nombre de personnes qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, avec une différence, une inégalité très marquée entre les femmes et les hommes, et qui s'explique par plusieurs raisons. C'est que les hommes à ces âges-là, ils ont, même à tous les âges, ils ont souvent des rapports sexuels avec des personnes plus jeunes. C'est une expression de ce que certains de mes collègues, Michel Bozon pour ne pas le nommer, a appelé la domination consentie. Le cadre idéal, c'est que l'homme soit toujours plus âgé que la partenaire femme, que si c'est encore mieux s'il est aussi plus diplômé, qu'il gagne plus d'argent et puis qu'il soit plus grand physiquement. Et c'est pas une blague, c'est documenté dans les enquêtes. Donc il y a ce modèle du couple quand il est hétérosexuel où l'homme doit vraiment représenter un futur pourvoyeur au sein de la famille. Donc ce que je voulais dire sur ce graphique-là, c'est que vous voyez des différences très marquées entre les hommes et les femmes qui reflètent ces enjeux-là, qui reflètent aussi, après ça devient un peu compliqué, mais qui reflètent aussi des enjeux de surmortalité masculine. Donc les hommes ont beaucoup plus de choix, entre guillemets, en termes d'opportunités que les femmes n'en ont, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes plus vieux aux âges où elles-mêmes sont à un âge avancé. Mais l'autre point important, mais que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est que il y a eu une évolution spectaculaire dans l'avancée, dans le fait d'avoir une activité sexuelle après 50 ans, c'est que jusque dans les années 70, en fait, il y avait un clivage. L'âge de 50 ans pour les femmes, qui est l'âge moyen de la ménopause, marquait clairement une sortie de la vie sexuelle. En gros, comme elles n'étaient plus reproductives, parce qu'elles étaient ménopausées, elles n'avaient plus de légitimité à continuer à avoir une activité sexuelle. Pour les hommes, l'âge était décalé d'une dizaine d'années. C'est-à-dire quand ils étaient à la retraite, quand ils n'étaient plus productifs, à ce moment-là, ils étaient moins désirables et moins à même d'avoir une sexualité de plaisir. Et ça s'est quand même beaucoup modifié au sens où les femmes ont continué à avoir une vie sexuelle bien au-delà de l'âge de la ménopause. Mais ce clivage, et vous allez le voir tout à l'heure, on va revenir dessus, reste très marqué entre les rôles productifs et reproductifs entre les femmes et les hommes et qui marque le rapport à la sexualité et qui, heureusement, évolue. Même si les écarts sont encore marqués, les femmes aujourd'hui ont une vie sexuelle beaucoup plus prolongée qu'elles ne l'avaient auparavant. L'âge de la ménopause n'est plus le couperet du sortir, entre guillemets, du marché de la sexualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi au cours de ces dernières décennies ? C'est une évolution assez importante sur le fait qu'on a beaucoup plus de partenaires sexuels aujourd'hui qu'avant. Là, je vous ai mis des chiffres de 92, 2006, 2023. Vous voyez qu'il y a une évolution très spectaculaire à tous les âges du nombre de moyens de partenaires déclarés.
Alors, vous avez par exemple, si on se centre sur les plus jeunes, les jeunes femmes, en 1992, elles déclaraient 4 partenaires en moyenne par an, dans la vie, pardon. En 2006, 4 et 7,3 en 2023. Pour les hommes, on était à 10,5, 7,8 et 11,3. Et si vous regardez la colonne totale, donc de 18 à 69 ans, c'est 3,4 en 92 pour les femmes, 4,5 en 2006, 7,9 pour les 2023, pardon, et puis pour les hommes, 11,2, 11,9 et 16,4. Alors la question qui revient toujours, donc vous ne la posez pas, mais il y a sûrement quelqu'un dans la salle qui voudrait la poser, alors je vais la poser à votre place, c'est comment vous pouvez expliquer qu'il y a un tel écart entre les femmes et les hommes, hein. Si vous enlevez les rapports sexuels avec des personnes de même sexe, les écarts restent les mêmes. Si vous enlevez les rapports sexuels avec des personnes que l'on rémunère pour avoir des travailleurs et des travailleuses du sexe, on continue à avoir ces écarts. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en biostatistique pour se dire comment les hommes peuvent déclarer 16,4 partenaires et les femmes 7,9. C'est plus du double, hein. Et donc d'aucuns de dire c'est parce que les hommes mentent ou les femmes mentent. En fait, non, personne ne ment dans cette histoire parce qu'il s'agit d'enquêtes scientifiques et que les gens savent très bien qu'ils sont sollicités pour participer à une recherche scientifique. En fait, la clé de lecture de cet écart, c'est que la définition d'un partenaire sexuel n'est pas la même pour les femmes et pour les hommes. Et que cette définition, elle est profondément construite par rapport aux normes, aux représentations de la sexualité dont je parlerai après. Et en fait, j'aurais pu en parler avant, mais bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, pour reprendre l'expression d'un de mes collègues qui a très joliment résumé cette analyse sociologique, André Bégin, il a dit « Les femmes ne comptent que les hommes qui ont compté ». Et donc, pour dire les choses un peu plus crûment, le partenaire d'un soir qu'on rencontre dans une fête et puis avec qui on a un épisode sexuel, mais qui le lendemain disparaît de la vie. Eh bien, les femmes ne vont pas le compter, elles vont avoir une mémoire sélective, elles vont considérer que ça n'est pas un partenaire parce que ça n'est pas une relation qui est potentiellement sérieuse et reproductive. Alors que les hommes, eux, ils vont rien oublier et que la partenaire d'un soir, ça va être comptabilisé parce que la sexualité masculine continue à être valorisée dans sa grande diversité, alors que la sexualité des femmes continue à être construite autour de son rôle reproductif, même si les choses évoluent et sont plus subtiles que ça, bien évidemment. Mais l'opposition est quand même à ce niveau-là entre les représentations. Et donc, finalement, hommes et femmes ne considèrent pas de la même façon ce que c'est qu'un partenaire. Et d'ailleurs, un résultat très intéressant, c'est quand vous demandez aux gens, non pas combien vous avez eu de partenaires dans votre vie, mais de combien de personnes avez-vous été amoureux, amoureuses dans votre vie, et bien là, c'est pareil. Bon, on descend un peu, hein, on passe à 4, on passait à 4 en 2006. Mais vous voyez, quand on dit des personnes dont vous avez été amoureuses, il n'y a plus de différence entre les femmes et les hommes. Donc vous voyez, c'est bien la représentation de ce que c'est que la sexualité légitime pour les femmes et pour les hommes qui marque la définition de ce que c'est qu'un partenaire sexuel. Et donc on retrouve dans les enquêtes des différences sur... voilà. Donc personne ne ment, simplement la mémoire est socialement construite et sélective. Alors, ces partenaires sont aussi beaucoup plus souvent rencontrés en ligne, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais il y a tout un travail extrêmement intéressant qui est fait en particulier par deux autrices qui sont Armelle Andro, qui est une co-responsable de l'enquête de 2023 avec moi, et puis Marie Bergström, qui vient de sortir un livre qui a fait une enquête sur les jeunes, La sexualité qui vient, aux éditions de la Découverte. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, ça ne concerne pas que les petits jeunes de 18-29 ans, parce que vous voyez que même les 60-69 ans et même les 70-89 ans, il y en a qui ont déjà rencontré un partenaire sexuel en ligne à 70-89 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont rencontré à 85 ans, mais bon, ça ne fait pas si longtemps que ça non plus qu'on peut retrouver des partenaires sexuels facilement en ligne. Et puis... donc beaucoup plus de partenaires, y compris rencontrés en ligne, et puis des pratiques sexuelles beaucoup plus diversifiées. Ça, c'est un point important. Au cours de la vie, donc vous avez toujours les trois enquêtes, 92, 2006 et 2023,
et vous voyez que l'on parle de masturbation, de fellation de cunnilingus ou de pénétration anale. Les taux de déclaration évoluent avec des écarts toujours très importants entre les femmes et les hommes, beaucoup moins sur la pratique orale, que ce soit la fellation ou le cunnilingus. Alors pour la masturbation, c'est une variable intéressante parce que c'est une pratique sexuelle qui peut être pratiquée à deux ou à plus, mais qui aussi peut être et le plus souvent pratiquée solo. Et donc vous voyez que l'évolution est spectaculaire chez les femmes, puisqu'on est passé de 42% en 1992 à 73% aujourd'hui. Chez les hommes, l'évolution est beaucoup moins spectaculaire, mais ils partaient de beaucoup plus haut. Donc ils avaient, entre guillemets, beaucoup moins à gagner que les femmes. Et donc c'est intéressant parce que ça signe la possibilité pour les femmes de vivre une sexualité beaucoup plus dégagée des enjeux liés à la relation et liés aux représentations sur le rôle reproductif des femmes. Et quand on regarde chez les jeunes, c'est aussi extrêmement assez impressionnant de voir l'évolution au fil du temps. Pareil, ces pratiques sexuelles, elles se déroulent également dans les espaces numériques. Et là, vous voyez que près de 40% des femmes et des hommes de 18-29 ans ont déjà envoyé une image intime à un ou une partenaire. Donc il y a vraiment une partie de la sexualité qui se vit aujourd'hui dans l'espace numérique. Alors, autre caractéristique très importante qui a souligné dans l'évolution récente de la sexualité, vous allez voir, je vais revenir dessus après sur les enjeux de santé, c'est que la sexualité non hétérosexuelle est de plus en plus fréquente au fil du temps. Et sans vous abreuver trop de chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes se déclarent beaucoup plus souvent aujourd'hui qu'auparavant attirées par une personne de même sexe, déclarent de plus en plus avoir déjà eu un partenaire de même sexe ou déclarent de plus en plus se considérer avoir une identité homo et ou bisexuelle. Et que quand on fait un indicateur qui est global, c'est-à-dire quand on regarde les personnes qui ont une sexualité qui s'écarte du modèle dominant hétéronormatif, eh bien, on voit que, c'est-à-dire si je prends les gens qui soit se déclarent attirés par quelqu'un du même sexe, soit déclarent avoir eu un partenaire de même sexe, soit se déclarent homo et ou bisexuels, et bien si je prends ces personnes-là, ça fait au total chez les 18-29 ans aujourd'hui 37,6% des femmes et 18,3% des hommes de 18-29 ans déclarent d'une façon ou d'une autre une prise de distance avec la norme hétérosexuelle. Et ça, c'est une évolution absolument spectaculaire, en particulier chez les jeunes et en particulier chez les jeunes femmes. Alors, ça ne veut pas dire, cet indicateur de sexualité non strictement hétérosexuelle, ça ne veut pas dire que ces personnes ont eu forcément des contacts sexuels. J'ai mis dedans des personnes qui se déclaraient attirées par une personne de même sexe. Mais ça veut dire que ces personnes-là, elles manifestent clairement une distance par rapport à la norme de l'hétérosexualité. Par ailleurs, et on reviendra sur ce sujet avec l'intervention d'Emmanuel Bobatti, on a aussi un autre indicateur de distance avec ces normes dominantes, c'est les personnes qui ont déjà pensé à changer de genre. C'est 2,3% des hommes et des femmes, mais c'est 6% chez les 18-29 ans. Ce qui ne veut pas dire, Emmanuel reviendra dessus, ce qui ne veut pas dire que ces personnes vont entamer des transitions, mais ça veut dire qu'elles manifestent une certaine réflexivité par rapport aux normes de genre. Alors, quant à la satisfaction sexuelle dans tout ça, dans ce paysage en pleine évolution, parce que j'espère que vous avez conscience du fait que c'est une évolution qui s'inscrit dans le temps, mais qu'au cours de ces dernières années, alors ce que nous on capte entre l'enquête de 2006 et celle de 2023, c'est une évolution absolument spectaculaire, et vous allez le voir du point de vue des représentations également, c'est une évolution absolument spectaculaire qui touche notamment les jeunes et notamment les jeunes femmes. Donc il y a vraiment des choses importantes qui sont en train qui se mettent en place, une espèce de bouleversement dans les pratiques et les représentations. Dans la tendance générale, c'est que les hommes et les femmes, la tendance c'est vraiment à la stabilité de la satisfaction sexuelle au fil du temps chez les hommes et les femmes, avec un petit point intéressant quand même, c'est que les hommes, entre 2006 et 2023, donc cette période où je vous ai montré des évolutions spectaculaires, notamment pour les femmes,
Et bien, pendant cette période-là, les hommes, finalement, eh bien, leur niveau de satisfaction sexuelle a légèrement augmenté. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on entend souvent, et pas plus tard qu'hier, je l'ai encore entendu sur les ondes, on entend beaucoup cette idée de guerre des sexes, que la libération de la sexualité des femmes, les hommes ne savaient plus s'ils avaient le droit de séduire ou pas, que les femmes prenaient trop, j'en ai même entendu qu'ils pouvaient aller jusqu'à dire qu'elles prenaient trop d'initiatives, que les rôles étaient inversés, que les hommes étaient complètement perdus dans ce paysage-là. Les données de notre enquête ne vont pas du tout dans ce sens. Une sexualité plus égalitaire, finalement, convient aussi bien aux femmes, bien sûr, mais aussi aux hommes, finalement. Alors, quelques données sur les représentations, pour vous dire que, voilà, alors ça, c'est une donnée sur le fait de dire, on est tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer. Donc là, c'est une prise de distance très claire vis-à-vis du modèle de la sexualité hétérosexuelle, en couple, etc., monogame. Et vous voyez que, c'est être tout à fait d'accord. Donc les autres, ils sont soit pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, ou un petit peu d'accord, mais en tout cas, ils ne s'affranchissent pas clairement de cette représentation. Et vous voyez, là encore, sur les différences d'âge, vous voyez que les jeunes sont beaucoup plus ouverts à une sexualité récréative que ne le sont les personnes les plus âgées. Et quand on regarde les évolutions dans le temps, alors vous avez toujours ce que je vous avais montré dans la diapo d'avant, ça c'est les femmes et les hommes. Donc les hommes se distancient plus de cette représentation quand même. Ils sont plus d'accord pour avoir des rapports sexuels pour le fun que les femmes. Mais il y a un effet, vous voyez, d'âge qui est extrêmement marqué. Et quand on regarde les évolutions entre 2023 et 2006, alors je crois que j'ai ça qui marche normalement, vous voyez des évolutions absolument spectaculaires dans le sens où, donc là c'est les données, les deux courbes du dessus, ce sont les données actuelles de 2023, et là c'est de 2006. Et quand vous regardez les femmes en 2006 qui disaient qu'elles étaient tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer, vous voyez, elles étaient autour de 10%. Vous voyez ? Et aujourd'hui, chez les jeunes femmes, on est à 40%. Donc on a gagné 30 points pour les femmes, on a gagné aussi pour les hommes, vous voyez, mais l'évolution est beaucoup plus marquée chez les femmes que chez les hommes et chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. Donc vous voyez aussi cette évolution dans les représentations. Une autre représentation, et qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur au tout début, l'idée que cette idée que les hommes et les femmes fondamentalement dans la sexualité c'est pas pareil. Il y a une opinion qui est un peu paradigmatique de cette perspective-là, c'est de considérer que, on demandait aux gens, aux personnes interrogées, par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Par nature, je souligne 3 fois, et je fais une petite parenthèse, les hommes n'ont pas plus de besoins sexuels que les femmes. Ils en ont socialement, c'est socialement construit, mais physiologiquement, il n'y a rien qui étaye l'idée qu'il y aurait une raison physio-biologique pour expliquer que les hommes auraient plus de besoins. Donc c'est vraiment une représentation, ça n'existe pas. C'est une représentation comme les races, ça n'existe pas, c'est une représentation. Les besoins sexuels des hommes, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être envoyé à la biologie. En revanche, c'est un peu comme la race n'existe pas, mais la race tue. Voilà, on est un peu dans le même registre. Alors je reviens sur les besoins sexuels. Là, vous voyez que c'est les personnes qui s'opposent vraiment franchement à cette idée, qui disent « je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les hommes auraient par nature plus de besoins sexuels que les femmes ». Et vous voyez encore une fois que les 18-29 ans sont vraiment beaucoup plus éclairés, on pourrait dire, que les générations les plus anciennes, puisque on a quand même, curieusement, et les jeunes femmes sont encore plus éclairées que les jeunes garçons de 18-29 ans, les jeunes hommes, puisque les femmes de 18-29 ans, elles sont 45% à rejeter clairement cette idée différentialiste et biopsychologisante de la sexualité. D'accord ? Les jeunes hommes, c'est moins, mais c'est quand même 35%, et puis vous voyez que ça baisse régulièrement avec l'âge. Et quand on regarde les évolutions par rapport à 2006, là encore, on voit des évolutions absolument spectaculaires sur un laps de temps finalement assez court, puisque 2006-2023, ça n'est que 17 ans, c'est même pas 2 décennies.
et vous voyez que les femmes et les hommes, surtout les femmes, ont beaucoup évolué dans ces représentations. Puisque, encore une fois, en 2006, on avait, 12% des femmes qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'idée que les hommes auraient plus de besoins. J'ai fait tomber le truc. Ah non, ça va, pardon. 10%, et on est passé à 40%, plus de 45%. Donc vous voyez des évolutions spectaculaires dans un laps de temps relativement court. Alors il y a évidemment beaucoup d'explications, on va revenir dessus, mais je voulais souligner ces évolutions tout à fait marquées et qui sont dans le même sens que les pratiques. Mais on voit les choses, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a quand même une majorité des personnes qui considèrent que par nature, les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes. Donc il y a encore des choses à... Il y a encore du travail. Alors, maintenant, je voudrais rapidement vous présenter des entretiens sur lesquels on s'est appuyé, alors qui sont des entretiens qui ont été faits dans le cadre de l'enquête 2006. Donc c'est vrai que d'un côté, je dis que les choses ont beaucoup changé, mais en même temps, les tensions restent les mêmes. Et l'idée, là, c'était de regarder les personnes toujours dans cette idée de tension entre des personnes qui adhèrent à un idéal égalitaire dans les autres sphères sociales et qui sont... si vous voulez, l'idée, c'est de savoir comment ce mythe selon lequel les hommes auraient par nature plus de besoins sexuels que les hommes, comment cette représentation qui est éminemment structurante de l'ensemble des représentations de la sexualité, dont je vous ai dit qu'elle faisait système et qu'elle permettait aux rapports sociaux de domination de se produire, de se reproduire, de se déplacer. Donc comment les personnes sont confrontées dans leur quotidien entre cette représentation et les pratiques sexuelles qu'elles peuvent avoir. Et donc, je vais vous donner rapidement 4 exemples pour vous montrer comment fonctionnent ces tensions qu'on peut avoir entre quelqu'un qui considère que les hommes n'ont pas plus de besoins sexuels que les femmes, mais qui, au quotidien, dans leurs relations sexuelles, sont confrontés à des hommes qui manifestent plus de besoins. Et puis, vous avez donc j'adhère aux besoins et j'ai des pratiques qui ne correspondent pas, j'adhère aux besoins et j'ai des pratiques qui correspondent. J'adhère pas aux besoins et j'ai des pratiques qui ne correspondent pas, j'adhère pas aux besoins et j'ai des pratiques qui correspondent. Vous voyez la grille 4-4, vous allez comprendre. Alors, là, c'est le cas ce que j'ai appelé le mythe en action, la cohérence. C'est un travail que j'ai fait avec ma collègue Michel Ferrand. La cohérence qui est inscrite dans le mythe de la différence. Là, vous avez une jeune femme, donc Anne, qui a 23 ans, étudiante hétérosexuelle. Alors évidemment, les prénoms sont changés. Qui a subi des attouchements à 6 ans, qui a eu 6 partenaires dans sa vie et qui est en couple non cohabitant au moment où je la rencontre depuis 3 ans. Et elle dit « Les hommes et les femmes sont pareils sur le plan affectif, mais différents sur le plan sexuel, biologique. Les hommes ont plus de besoins, mais pas autant qu'on le dit. C'est une idée peut-être que la société donne, mais c'est pas... Il y a un minimum. Maintenant, autant le dire qu'on le dit non. Une femme, pendant 3 mois, elle peut passer même de se toucher, qu'un homme, désolé d'être vulgaire, mais c'est les couilles, il faudra qu'il se les vide de temps en temps, sinon c'est pas bon pour son organisme et c'est reconnu médicalement. Et ça, c'est une représentation qu'on retrouve souvent, l'idée qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du corps et que si l'homme n'a pas de rapport sexuel, ça va finir par provoquer des problèmes médicaux. Et c'est vraiment cette idée que les anthropologues ont travaillé d'ailleurs, qui est l'idée que voilà, il faut que ça s'expurge du corps pour les hommes, sinon ça va créer des problèmes de santé. Et en fait, elle a un partenaire qui a plus d'envie qu'elle dans la sexualité, et elle dit que parfois elle essaye de faire un petit truc comme une fellation de façon à ce qu'il prenne un petit peu de plaisir. Donc vous voyez l'idée qu'elle adhère quand même à cette représentation et que donc il faut bien qu'elle aide son partenaire pour que physiologiquement il puisse ne pas être malade puisque c'est reconnu médicalement qu'ils ont besoin d'avoir des rapports sexuels. Un autre cas, c'est Eric, qui est, lui, il a des représentations qui sont inscrites dans la différence alors que l'expérience le confronte à une
une réalité individualisée, c'est-à-dire que l'idée de la réalité individualisée, c'est que chacun a des besoins, a des attentes différentes, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit selon son... Voilà. Mais c'est au niveau de l'individu et que ce n'est pas une opposition entre les femmes et les hommes. Et donc il dit, l'homme n'a pas forcément des besoins supérieurs, mais plus réguliers et plus physiques que n'en a la femme. Donc vous voyez, c'est quand même moite-moite. Hein. Chez la femme, il considère que l'appétit sexuel s'amoindrirait avec le temps, mais pas chez l'homme. Le processus d'orgasme chez l'homme est très mécanique, même si tout est psychologique rentre en compte. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un décalage entre, d'un côté, un côté très très mécanique et beaucoup plus psychologique, même s'il y a de la mécanique, évidemment, entre guillemets, chez les femmes. Et la plupart des femmes qu'il a rencontrées vivent tôt ou tard cette situation. Et à une femme qu'il a connue qui exprimait de forts besoins, donc il était un peu en décalage parce qu'il a rencontré une jeune femme qui avait beaucoup de besoins, ce qui ne cadrait pas avec ses représentations. Et bien, en fait, il a interprété ça comme parce qu'elle était jeune. Donc son système d'interprétation, c'est oui, c'est quand même pas pareil chez les hommes où c'est très mécanique et chez les femmes où c'est beaucoup plus psychologique. Et du coup, quand il est dans un cas qui ne cadre pas avec ça, et du coup, l'interprétation, oui, c'est parce qu'elle est jeune, mais après, ça diminue, les attentes diminuent avec l'âge pour les femmes. Donc on a ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a encore cette opposition très marquée entre mécanique et psychologique, ce que j'avais appelé le 3 avril l'opposition entre le corps mécanique, le corps outil pour les hommes et le corps systémique pour les femmes, et qui renvoie beaucoup plus aux enjeux d'affectivité. Alors, un avant-dernier exemple rapidement, Arnaud, qui a 31 ans, qui est pigiste célibataire, qui a eu 50 partenaires et qui a des partenaires hommes. Alors lui, il dit qu'on a appris aux femmes que c'est les hommes qui ont des envies. Moi, je pense que c'est des conneries culturelles qui permettent de contrôler la sexualité des femmes. J'y crois pas une seconde. Je précise qu'il est pigiste célibataire et non pas sociologue de la sexualité. Voilà. Et en se référant à la culture de la virilité qui est particulièrement marquée chez les gays, il dit « Je trouve qu'il y a un côté performance qui est assez dingue, et quand tu rentres pas dans ce cadre-là, les gens trouvent ça vraiment très bizarre. C'est un truc, voilà, il y a un truc qui est assez bizarre, et du coup, c'est difficile de parler avec les gens, parce que rapidement après, ils deviennent agressifs. » Donc vous voyez qu'il a des représentations très égalitaires de la sexualité, et l'expérience le confronte à une réalité genrée qui marche aussi dans les cercles homosexuels. Le dernier, c'est une cohérence entre le mythe et les pratiques. C'est le cas de Muriel, de 55 ans, formatrice, qui a un enfant, qui a eu 15 partenaires et qui est hétérosexuel. Et elle dit, elle a cru pendant longtemps, parce qu'on nous l'inculque, que l'homme avait davantage de besoins sexuels, mais ne le pense plus. Le désir vient de l'attirance physique, la sensualité de l'autre, ce qui émane de la personne. Les femmes sont censées ne pas avoir de désir, et si elles en ont, ce sont des cochonnes. En disant bien que c'est ce qu'on apprend, et pas du tout ce à quoi elle adhère. Elle découvre le plaisir physique à 39 ans, et depuis, elle vit une sexualité encore beaucoup plus harmonieuse avec ses partenaires. Elle a une grande réciprocité dans la sexualité et le quotidien avec son partenaire actuel. Donc elle est en phase entre ses représentations et ses pratiques, et elle a un regard critique sur ce qu'on a pu lui inculquer. Alors, pour conclure sur cette partie et montrer à quel point elle va jouer sur le souhait et la violence dans la sexualité, c'est que ce qu'on peut appeler vraiment la biopsychologisation des différences femmes-hommes au service de l'ordre social, cette idée donc que comme c'est par nature qu'ils auraient plus de besoins, comme c'est par nature, on ne peut rien faire pour changer les choses, puisque ça relève de la nature. Et que ce qu'on voit, donc, vous l'avez bien vu, même si je suis passée rapidement, c'est une diversification importante des expériences féminines, une plus grande stabilité des expériences pour les expériences masculines, mais une inégalité femmes-hommes qui reste quand même marquée pour les deux. On a, même si les choses ont beaucoup évolué, un maintien de la représentation d'un ordre naturel des sexes dans la sexualité, hiérarchique, sous couvert de complémentarité. Les hommes et les femmes, c'est pas pareil, c'est complémentaire. Et que sociologiquement, on peut interpréter parce que je vous ai montré que les choses avaient évolué, mais il n'en demeure pas moins que la majorité de la population, y compris chez les jeunes,
continuent à ne pas rejeter massivement cette idée que, par nature, il y aurait une différence de besoins entre les hommes et les femmes, et que donc c'est un dernier bastion d'un différentialisme inégalitaire qui révèle et justifie les inégalités sociales entre les femmes et les hommes qui existent dans les autres sphères sociales. Et quand on regarde rapidement les liens entre comment dirais-je, cette adhésion à par nature les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes et le fait qu'on vive une sexualité plus ou moins contrainte, alors ça c'est un indicateur un peu compliqué qu'on avait construit dans les données de 2006. J'ai regardé très rapidement hier, pour ne rien vous cacher, sur 2023 avec un autre indicateur et les liens sont les mêmes. Et l'indicateur, au lieu de prendre sexualité, contrainte, etc., l'idée c'était de regarder est-ce que vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire sans en avoir envie pour lui faire plaisir, sans en avoir vraiment envie vous-même. Il y a des personnes qui répondent jamais, rarement, parfois, souvent. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui déclarent avoir souvent des rapports sexuels, alors c'est beaucoup plus les femmes, ça ne vous étonnera pas que les hommes qui déclarent avoir souvent des rapports sexuels pour faire plaisir à leur partenaire, ces personnes-là sont les personnes qui adhèrent le plus avec l'idée que les hommes ont par nature plus de besoins sexuels que les femmes. Donc vous voyez à quel point cette représentation dominante de différentialiste, de besoins supérieurs de sexuels et des femmes par rapport aux hommes induit une sexualité beaucoup plus contrainte pour les femmes, alors que pour les hommes, ça ne change rien. Donc c'est un enjeu vraiment important, puisque quand on travaille sur la question des violences, je vais vous montrer juste 2 données maintenant sur les violences sexuelles, on est vraiment dans une perspective, pour reprendre l'expression de sociologues et en particulier d'anthropologues, notamment Paola Tabem et bien d'autres, on est dans une perspective de continuum. Bien sûr, ce n'est pas la même chose d'avoir été violé que d'avoir eu un rapport sexuel avec son partenaire sans en avoir vraiment envie pour lui faire plaisir. Pour autant, on est vraiment dans une perspective de continuum, de niveau de contrainte dans la sexualité, dont finalement les rapports imposés sont l'expression la plus violente, la plus ultime de ce continuum. Mais penser en termes de continuum, c'est important parce que ça permet de ne pas considérer que d'un côté, il y a les violences, qui relèvent violences et tentatives de rapports imposés, qui sont des crimes aux yeux de la loi. Et puis de l'autre côté, il y aurait cette dichotomie, tout le reste, ce serait des rapports souhaités, une sexualité qui se passe bien, etc. Alors, ça n'est pas le cas, vu le nombre de déclarations de personnes qui disent qu'elles ont un premier rapport sexuel dont elles ne voulaient pas, le dernier rapport sexuel dont elles ne voulaient pas, souvent des rapports sexuels qu'elles ont sans en avoir vraiment envie, enfin, dans toute une série d'indicateurs qui montrent qu'il y a un vrai problème à opposer simplement les violences et tout le reste de la sexualité. Quand on pense en particulier, et on le voit dans les entretiens, à des femmes, parce que les personnes qui acceptent d'avoir des rapports sexuels sans en avoir envie, souvent, c'est pas n'importe qui socialement, hein. Et notamment, c'est pas n'importe qui par rapport aux caractéristiques du partenaire. Plus on est dans une relation de dépendance économique, sociale, culturelle vis-à-vis de son partenaire, plus on accepte d'avoir des rapports sexuels sans en avoir vraiment envie pour faire plaisir au partenaire. Donc je passe vite parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Mais voilà, donc c'est cette idée, je vais maintenant vous présenter quelques données sur les violences, mais il n'y a pas d'opposition frontale. Enfin, il y a une opposition, bien sûr, ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord là-dessus, mais il ne faut pas pour autant considérer que tout ce qui n'est pas violence relève de la sexualité consentie. Donc là, vous voyez que les déclarations de violence, et là j'ai mis que les rapports forcés ou les tentatives de rapports forcés. Il n'y a pas les attouchements, parce que les chiffres sont encore plus importants, et vous voyez qu'on a des déclarations extrêmement élevées, puisqu'on a 37% des femmes de 18-29 ans qui déclarent avoir déjà eu un viol ou une tentative de rapport forcé, et que chez les hommes, on est à 12%. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, dans plus de 95%, l'agresseur est un homme. Ces violences sexuelles, alors, elles surviennent aussi en ligne, hein, alors là, on n'est plus sur les violences physiques de tentative, mais on est sur le harcèlement sexuel, la réception d'images intimes non sollicitées, diffusion à son insu d'images intimes. Vous voyez que c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable, puisque ça concerne 33% des femmes de 18-29 ans et 25% des hommes. Je reviens sur ce chiffre 2 secondes sur les violences sexuelles. Les évolutions dans le temps sont spectaculaires, mais elles ne datent pas de MeToo, elles sont bien antérieures à MeToo, et en fait on a vu
un passage très marqué dans les années 2000, au moment où la question des violences sexuelles a été mise à l'agenda politique grâce au mouvement, au travail de longue haleine des mouvements féministes. Et donc, à partir de là, on a une déclaration de violence qui augmente au fil de toutes les enquêtes. Et en fait, on montre qu'il y a deux phénomènes très intéressants qui expliquent cette déclaration, cette augmentation. C'est que, d'abord, on peut en parler plus facilement dans une enquête, qu'on pouvait ne le faire auparavant. On a beaucoup de gens dans l'enquête qui disent « c'est la première fois que j'en parle ». Il y a un climat social qui favorise la déclaration des violences, mais il y a aussi le fait que ne sont pas qualifiées, la définition de ce que c'est qu'une violence a évolué dans le temps. Je vous rappelle que le viol conjugal n'existe que depuis 1982. Avant, un mari avait le droit d'imposer des rapports à sa femme, ce n'était pas un viol, juridiquement parlant. Et donc, il y a toute une série d'actes sexuels qui, aujourd'hui, sont qualifiés par les personnes qui les subissent comme des agressions, et ça n'était pas le cas auparavant. Donc, cette augmentation des déclarations, elle traduit le fait qu'on en parle plus facilement et que la définition de ce que c'est qu'une violence sexuelle a évolué dans le temps pour les personnes qui sont interrogées. Et puis, on ne peut pas non plus écarter l'hypothèse qu'il y a une vraie augmentation de ces violences, notamment pour différentes raisons que je ne vais pas avoir le temps de développer, mais en tout cas, je voulais aussi dire que ces violences touchent tous les milieux sociaux, même si elles sont plus fréquentes dans des situations particulières de grandes inégalités entre les partenaires. Voilà, alors quand même, juste pour terminer rapidement, pour vous montrer que les violences touchent beaucoup plus les personnes qui n'ont pas une sexualité strictement hétérosexuelle, puisque 45% des femmes de 18-29 ans qui n'ont pas une sexualité hétérosexuelle ont déjà subi des violences, contre 31% de celles qui rapportent une sexualité strictement hétérosexuelle. Chez les hommes, on est de 8,2 à 31,3, et vous voyez, à tous les âges, c'est la même chose. Donc il y a aussi dans les violences, et je pense qu'Emmanuel en reparlera aussi, un rappel à l'ordre social, à l'ordre de genre, c'est que les personnes qui s'écartent de cette norme encore dominante sont aussi sanctionnées. Et puis un dernier point sur les liens, pour vous montrer de manière un peu rapide, mais quand même c'est important, et ça renvoie aux séances qu'on a vues sur la santé mentale. Le fait, les minorités sexuelles et de genre, ici les minorités sexuelles, sont beaucoup plus confrontées à des problèmes de santé mentale parce qu'elles subissent et que cette très forte augmentation des problèmes de santé mentale passe beaucoup par le fait d'être exposées, comme on va le voir, à de multiples discriminations dans différents espaces de vie. Et vous avez ainsi la dépression sévère qui est de près de 2 fois plus, 31% des femmes qui n'ont pas une sexualité hétérosexuelle contre 19% des autres. Et chez les hommes, on voit aussi des écarts marqués, mais avec le fait toujours que les femmes sont beaucoup plus confrontées à ces enjeux-là. Alors, en conclusion, en 1 minute, désolé, mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une plus grande diversité très claire des pratiques sexuelles, encore une fois, surtout les femmes et surtout les jeunes, une sexualité qui remet en cause beaucoup la norme hétérosexuelle. Je n'ai pas eu le temps de présenter des données sur l'acceptation sociale de l'homosexualité, mais qui est aussi beaucoup en hausse, et que finalement, cette grande diversité signe vraiment un mouvement de fond vers une plus grande égalité entre les sexes et entre les sexualités, même s'il existe encore beaucoup de résistance et même si certains groupes sociaux sont encore très fortement marqués par des discriminations et des rappels à l'ordre social et ne peuvent donc pas vivre leur sexualité comme elles et ils l'entendent. Mais qu'il reste encore beaucoup d'enjeux de prévention et que, notamment sur les violences sexuelles et les violences en ligne, et puis sur la santé mentale des minorités sexuelles et de genre, il y a aussi beaucoup d'autres enjeux que je n'ai pas eu le temps de développer aujourd'hui, mais ça pourrait prendre un programme de chaire sur 1 année, toutes les questions de sexualité et de santé. Je pense évidemment, on parlera de l'avortement la prochaine fois, mais je pense évidemment
à la question du VIH, SIDA, de l'épidémie qui est loin d'être, qui même si elle baisse au niveau de la population dans son ensemble, elle continue à toucher des groupes sociaux très particuliers. Enfin voilà, il y a encore beaucoup d'enjeux de santé, mais ces enjeux de santé dans le domaine de la sexualité doivent être compris, interprétés par rapport au contexte des sexualités, c'est-à-dire les pratiques, les représentations et les actes qui permettent de comprendre derrière comment les personnes peuvent ou non plus facilement se protéger. Et pour donner un exemple très concret, je prends l'exemple d'une femme travailleuse du sexe qui sait très bien que le sida se transmet par voie sexuelle et qu'il faut utiliser des préservatifs. Et cette femme qu'on avait rencontrée expliquait qu'elle demandait à ses clients de mettre un préservatif, que les clients ne voulaient pas mettre de préservatif parce que ça altérait la qualité de leur plaisir sexuel. Et donc, elle refusait un premier client, un deuxième client, un troisième client. Puis quand elle arrivait en toute fin de soirée, eh ben, elle n'avait pas d'autre choix que de prendre un client en acceptant un rapport sexuel sans préservatif. Voilà. Et des exemples comme ça, il en est... On le voit très bien dans toutes les analyses qualitatives qui sont faites par de nombreuses chercheuses et chercheurs. Tout ça pour dire que la prévention ne renvoie pas à une logique strictement sanitaire, mais elle s'inscrit dans un contexte social particulier et que si on ne comprend pas ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, on ne peut pas être à même de faire des préventions efficaces. Et donc, pour les politiques publiques, les enjeux, c'est clairement la question des inégalités dans les différentes sphères sociales, la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, l'éducation à l'égalité et aux sexualités. On a un nouveau programme qui va être mis en place en 2025, qui devrait quand même avoir beaucoup de choses. Et puis, la question centrale aussi de l'effectivité des droits sexuels et reproductifs. Et on verra avec l'exemple de l'avortement que, même s'il est dans la Constitution, son application au quotidien continue à poser beaucoup de problèmes. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là parce que le temps passe. Je vous remercie beaucoup et on fait une petite pause.